Donc bonjour à tous, bienvenue pour ce réupload du numéro 1 du petit exode coll qui concerne l'exercice suivant, déterminer toutes les matrices qui commutent avec les matrices de rang 1 dans un M de C. Alors je remercie le commentaire de Alexandre qui m'a signalé qu'en effet il y avait une erreur dans la définition des matrices EIJ que j'avais donnée puisque j'ai utilisé des symboles de Kronecker en disant que la matrice EIJ c'est égal à la matrice au coefficient delta IJ, sauf que c'est delta IJ vaut 1 si I égale J, et donc ça veut dire que les matrices EIJ que j'avais données c'était la matrice identité. Pour ceux qui ont eu l'habitude de manipuler les matrices, la résolution n'était pas tant embêtée plus que ça, puisque vous saviez que si je parle de matrice EIJ, vous voyez très bien de quoi je parle, et donc l'ensemble de la résolution se comprenait assez bien à travers ces matrices EIJ. Donc il n'y avait pas trop de problème. Et pour quelqu'un qui n'a jamais manipulé les matrices EIJ, voir une définition incorrecte, c'est un peu perturbant, et ça peut embêter à la compréhension, etc. Et c'est pour ça que je veux la reprendre au propre. Une autre raison, c'est aussi parce que il y a des choses que j'ai pu expliquer lors de l'enregistrement d'origine, qui étaient peut-être un tout petit peu de travers, ou en tout cas qui n'étaient peut-être pas suffisamment détaillées, et j'aimerais bien le détailler un tout petit peu plus dans ce réupload. Donc voilà, comme d'habitude, je pense que vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à faire une petite pause afin d'essayer de résoudre cet exercice avant que je me dise quoi que ce soit d'autre, et que je me lance dans la résolution. Ok, alors je vais partir d'un résultat que je vais redémontrer ici, qui est le résultat suivant, le centre de la même de C, c'est l'ensemble des matrices scalaires qui s'écrivent C fois identité. Donc l'ensemble des matrices scalaires. Alors les matrices scalaires sont les matrices une constante fois identité, donc ça s'écrit lambda sur toute la diagonale et 0 ailleurs. Donc avec lambda dans C. Ok, alors on va redémontrer rapidement ce résultat, c'est pas quelque chose de très difficile. Pour démontrer ce résultat, il faut déjà se rendre compte que oui, les matrices scalaires commutent avec n'importe quelle matrice, ça va. Et puis si je pars de n'importe quelle matrice qui est dans le centre, je vais travailler avec les matrices EIJ pour conclure que la matrice M que j'aurais pris au départ, c'est une matrice scalaire. Alors les matrices EIJ, donc cette fois-ci, je ne vais pas le définir avec les symboles de Kronecker, je vais directement dessiner la forme de la matrice, ça évitera les ambiguïtés. Donc, la forme de la matrice est la suivante, à la IM ligne et à la JM colonne, on a un coefficient 1, et partout ailleurs, des zéros. Également sur la ligne et la colonne correspondant, le seul coefficient non nul, c'est celui qui se trouve à la IM ligne et à la JM colonne. Donc voilà ce que sont les matrices EIJ. Alors maintenant, soit M, une matrice dans le centre, alors M, je vais écrire les coefficients de la forme MIJ. Donc les matrices dans le centre de MN de C peut s'écrire Z de MN de C, c'est une question de notation. Hop. Ok. Donc je prends M qui se trouve dans ce centre, et donc une matrice qui commute avec n'importe quelle matrice commute en particulier avec les matrices EIJ. Et donc si je fais le produit de M fois EIJ, alors on peut juste écrire la forme de la matrice pour voir un petit peu ce qui se passe. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire le produit comme ça, en tout cas, qui n'ont jamais vu ce produit-là, ou qui n'ont peut-être pas tardé à le voir, on ne sait pas, eh bien, quand je fais le produit de ces deux matrices, je me rends compte que les seuls termes qui vont potentiellement être non nuls, ce sont les termes qui se trouvent à la JM colonne. Et à la JM colonne, ce qui va se passer, c'est que pour chaque ligne, donc pour chaque composante de la colonne, le seul terme qui va survivre à la ligne correspondante quand je fais le produit, avec la matrice EIJ, pour la matrice M, c'est le IM composant de chaque ligne qui va correspondre à chaque ligne, chaque composante de ma JM colonne. Donc en particulier, par exemple, à la première ligne, ce que je vais avoir, c'est à la JM colonne le coefficient M1I. Puis ensuite, M de I
et ainsi de suite jusqu'à MNI. Et il y a des zéros partout ailleurs. Mais cette matrice-là, on a dit qu'elle commutait avec la matrice EIJ, donc j'ai EIJ fois M. Et de manière duale, je vais pouvoir affirmer, donc là c'est la JM code, je vais préciser, je précise, ok. Et là, de manière duale, ce qui va se passer, c'est que les seuls termes non nuls qui pourront apparaître dans ce produit sont les termes qui se trouvent à la IM ligne. Et sur la IM ligne, je vais prendre la JM composante de chaque colonne, de chaque colonne, de chaque colonne. Donc c'est-à-dire que je vais avoir MJ1, MJ2 jusqu'à MJN. C'est ça, donc c'est la JM composante de chaque colonne, c'est ça. Donc là, la colonne J, colonne 1, colonne 2, colonne 3, donc c'est ça. Ok, et après partout ailleurs, il y a des zéros. Bon voilà, puis ce qu'on affirme, c'est que les deux matrices qui sont ici et ici sont égales. Ok. Donc si les deux matrices sont égales, vous voyez qu'il y a plein de zéros qui vont apparaître, et ça implique que les MKI sont égales à 0 pour tout cas différent de I. D'accord. Si je regarde ce qui se passe ici, là j'ai que des zéros, tant que je n'atteins pas l'intersection en fait entre les deux lignes, enfin entre la ligne et la colonne. Donc l'intersection entre la ligne et la colonne va apparaître si je regarde à la IM ligne de la matrice que j'ai ici, et si je regarde ici à la JM colonne de ma matrice qui est ici. Autrement dit, cette intersection va m'impliquer que MII est égal à MJJ. Donc pour tout IJ. Bon voilà, je pense que vous avez compris ce qui se passe. Donc la matrice M est nécessairement alors de la forme lambda sur toute la diagonale, puisque toute la diagonale contient que des coefficients qui sont égaux entre eux et des zéros ailleurs. Donc c'est gagné, c'est bien une matrice scalaire. Ok, alors maintenant la question, c'est déterminer l'ensemble des matrices de rang 1 qui commutent avec, l'ensemble des matrices tout court qui commutent avec l'ensemble des matrices de rang 1. Mais vous remarquerez qu'en fait, j'ai pas grand chose à changer par rapport à la preuve que je viens de vous donner. Pourquoi? Parce que les matrices EIJ sont déjà de rang 1. Et là, ce que je viens de décrire, c'est que l'ensemble des matrices qui commutent avec les matrices EIJ sont des matrices qui doivent être scalaires. D'accord? Bon, la conclusion, c'est terminé. Hein. Donc là, je vais effacer ce que j'ai écrit là, juste pour écrire la chose suivante. Si j'ai M qui commute avec des matrices de rang 1, donc si M commute avec toutes ces matrices de rang 1, ça implique en particulier que M commute avec les EIJ pour tout IJ, et donc ça implique en particulier que M est scalaire. Voilà, c'est tout, rien de bien méchant en fait. Je pense que essentiellement il faut avoir en tête cette idée du centre de MN2C pour pouvoir conclure. Ok, alors maintenant la question qu'on peut se poser derrière cet exercice, c'est si je remplaçais 1 par K. Donc autrement dit, j'aimerais déterminer toutes les matrices qui commutent avec des matrices de rang K dans la MN2C. Je vais écrire la question. Alors n'hésitez pas à faire une petite pause ou à y réfléchir le temps que je réécrive l'énoncé. Hop. Donc là maintenant la question que je pose, c'est déterminer toutes les matrices qui commutent avec les matrices de rang K
Bien sûr, K inférieur ou égal à N, sinon ça n'a pas de sens, dans Mn de C. Alors je vais pas mettre rang 0 aussi, hein, parce que rang 0, la seule matrice de rang 0, c'est la matrice nulle, et commutée avec la matrice nulle, bah, toutes les matrices commutent avec la matrice nulle. Donc, bon, c'est un cas particulier. Là, ici, je vais prendre K supérieur ou égal à 1. Bon, alors, je ne sais pas si vous avez eu une idée, hein, le temps que j'écrive ou le temps de faire une petite pause, mais la réponse, eh ben, c'est la même. Ça va être les matrices scalaires. Alors, comment on prouve ça? Bah, l'idée, c'est en fait de construire des matrices de rang K telles que si je les soustrais entre elles, je retombe sur les matrices E et J. Parce qu'il faut savoir que quand on additionne des matrices ou qu'on soustrait des matrices, on ne garde pas, enfin, on ne stabilise pas le rang des matrices. Donc, c'est-à-dire que la somme de deux matrices de rang 1 ne donne pas nécessairement une matrice de rang 1. La somme de deux matrices de rang 2 ne donne pas nécessairement une matrice de rang 2, et ainsi de suite. D'accord? Donc, il n'y a pas une stabilisation du rang quand on fait une somme ou une différence de deux matrices, et donc on va essentiellement jouer avec ça pour conclure. Et donc, je vais faire le cas particulier. Alors, je vais faire juste deux cas particuliers, mais on peut faire le raisonnement pour n'importe quelle valeur de K. Donc là, je vais faire d'abord le cas particulier où K est égal à 2. Alors, si K égale 2, ce que je vais considérer des matrices un peu particulières, je vais les appeler F. Donc, les matrices F, I, J vont être les matrices suivantes. Je vais définir F, I, J comme étant égal à E, I, J plus E, I plus 1, J plus 1. Pour tout 1 inférieur ou égal à I, J inférieur strict à N. Et puis après, il y a tous les cas particuliers. Donc si I égale N, je vais écrire que ENJ, c'est égal à E1, J plus 1. Ensuite, donc après EIN va devenir EI plus 1, N plus 1. Enfin, N plus 1, ça ne peut pas possible, donc c'est 1. Voilà. Et puis, donc si je ne fais pas de bêtises, N, c'est le dernier cas de figure. La matrice que je vais prendre, c'est E1, 1. Donc, en gros, ce que je fais, c'est que j'applique une espèce de permutation sur l'ensemble des indices, de façon à juste augmenter d'un cran les indices qui sont en jeu. Ok. Donc là, c'est un cas particulier où donc j'ai dit I égale à N, J est inférieur à N. Ici, c'est I inférieur à N, J est égal, J est égal à N. Et enfin, le dernier cas de figure, I égale J égale N. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que toutes ces matrices F, I, J que je viens de construire sont toutes de rang 2. Alors, ce que je vais faire, c'est que maintenant que j'ai mes matrices de rang 2, bah, je vais juste changer le signe. Donc là, maintenant, je vais noter F, I, J plus les matrices que j'ai écrites ici. Je vais juste changer le signe. Je vais mettre F, I, J moins. Et ces matrices F, I, J moins, ça va être les matrices qui vont être données par la même chose. Donc E, I, J, mais moins E, I plus 1, J plus 1. Donc, à la place du plus, je mets un moins. Je fais pareil pour la suite de la définition. Ok. Et donc, ces matrices-là vont être aussi de rang 2. C'est assez évident, hein, changer le signe. Donc là, étant donné que les 1 ne sont pas placés aux mêmes endroits, donc là c'est ça qui est assez particulier dans ces cas de figure-là, c'est étant donné que les moins ne sont pas placés au même endroit, enfin les coefficients n'étant pas placés au même endroit, donc on n'a que deux coefficients non nuls dans ces matrices-là, et ces coefficients non nuls sont placés à des lignes et des colonnes différentes. Bon, on va changer un des coefficients par un moins, ne changera absolument rien au rang. Ok? Donc voilà. Alors, ce qui n'est en général peut-être pas si évident que ça, hein. C'est pas forcément vrai que de changer, donc changer une ligne. Alors attends, je dis pas une bêtise. Non, si c'est vrai, non, oui, voilà. Si c'est vrai que si je prenais, donc de manière un peu plus générale, si j'ai une matrice, ouais, je pense que ça reste vrai. Donc si je prends une matrice, n'importe laquelle de rang K, et que j'échange une ligne
ou une colonne par la même ligne ou la même colonne, mais en changeant juste le signe de tous les coefficients qui sont en jeu, j'obtiens à nouveau une matrice qui va être de rang K. Ça, je pense que c'est vrai, puisque bon, bah, si c'était pas le cas, ça veut dire que je pense que ça veut dire que bah, la matrice que j'avais au départ, donc si je prends la famille, il suffit de regarder la famille engendrée par les lignes ou par les colonnes. Donc là, par exemple, si je change la ligne, je regarde la famille engendrée par la ligne, et bah, ça voudrait dire que donc si je changeais le rang, donc si le rang devenait un plus 1 ou un moins 1, ou voire autre chose, eh bien ce qui se passait, ça veut dire que la famille que j'avais au départ était déjà une famille qui correspondait à un rang qui est égal à autre chose que K. Voilà. Et donc bah, changer un vecteur par son multiple par moins 1, quoi, enfin, par un de ses multiples, ça, normalement ça ne change absolument rien au rang. Donc je vais peut-être l'écrire. Ça, c'est quand même, ça peut être quelque chose d'utile. Si j'ai une matrice M qui s'écrit sous forme de colonne, C1, C2 jusqu'à Cn, de rang K, alors M de C1 jusqu'à, et on change la matrice, la colonne CJ par moins CJ, Cn, est de même rang. C'est en fait les opérations de pivot, hein, d'accord? Bon, j'ai eu un petit doute sur le moment, mais non, en effet, c'est bien aussi de rang. Enfin, le rang est bien conservé par ces opérations de changer des plus, changer de signe sur toute une colonne ou sur toute une ligne. Donc on peut voir cette opération-là comme si je changeais les signes de toute une colonne ou de toute une ligne. Donc vraiment, voilà, ça change donc rien au rang. Bref, je reviens à la conclusion que je vais donner ici. Donc M commute avec... Donc si M commute avec des matrices de rang 2, donc avec toutes les matrices de rang 2 sous-entendu, ça implique que M commute en particulier avec FIJ plus et FIJ moins. Et donc bah, ça implique que M commute avec la somme des deux. Donc notamment avec FIJ plus FIJ moins divisé par 2, qui me redonne EIJ. Pour tout I et J. Pour tout I et J. Et ainsi, bah, on conclut que M c'est forcément une scalaire. Puisque on vient de montrer que dire qu'une matrice commute avec n'importe quelle matrice de rang 2 implique que M commute avec tous les EIJ, et donc commute avec tous les EIJ, ça ramène à toutes les matrices scalaires. Alors je suis en train de me dire que je peux donner le raisonnement dans le cas général, je vais le faire tout de suite, puisque bon, finalement, c'est pas quelque chose de très difficile, il faut juste que je pose une permutation, mais en dehors de ça... Donc si je veux faire le cas général, la chose que je vais faire, c'est la suivante. Donc je vais poser d'abord une permutation, donc soit sigma défini par sigma de i égale i plus 1 pour i inférieur à n et sigma de n égale 1. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais définir les choses suivantes. Je vais poser ma matrice FIJ de la même manière, FIJ plus comme étant EIJ plus la somme pour, disons, t allant de 1 à k de E sigma puissance t. Donc ça veut dire que j ter t fois sigma sur i et j ter t fois sigma sur j. Donc autrement dit, c'est la construction un peu plus générale où je dis, bah, au lieu de remplacer, donc là, tout à l'heure j'ai fait ij, puis ensuite i plus 1, j plus 1, bah, le cas d'après ça serait i plus 2, j plus 2, et ainsi de suite, et si besoin, je reviens à 1, j plus 1, ou des trucs comme ça, quoi, si besoin. Donc c'est pour ça que j'ai posé la permutation sigma avant, comme ça j'ai pas besoin de faire les différents cas de figure qui apparaissaient dans le type, dans le cas particulier où j'avais pris k égale 2, puisque dans le cas k égale 2, là, en ayant défini ce sigma comme au-dessus, je le prends en compte, ces cas de figure. Donc si je pose FIJ comme étant ces matrices-là, et puis FIJ, alors je suis juste en train de demander,
Oui, K égale... Ah oui, alors attends. K moins 1. Voilà. Parce que si K égale 2, donc si K égale 2, j'aurai deux termes dans la somme, je ne veux pas deux termes, je veux qu'un seul terme, puisque je veux que le rang corresponde bien à K. Donc si je veux que le rang corresponde bien à K, il faut mettre, en effet, donc là je veux EIJ plus EI plus 1J plus 1, c'est tout, pour K égale 2. Et vous voyez que ça poserait un problème si j'avais laissé la somme pour T allant de 1 à K moins 1. À K. Donc je pose ensuite FIJ moins comme étant EIJ moins la somme, la même somme, T allant de 1 à K moins 1 des E sigma T I sigma T J. Et les deux matrices que je viens de donner, c'est pas très difficile de vérifier qu'elles sont toutes deux de rang K. Pourquoi? Parce que si vous écrivez la matrice, vous verrez qu'elles seront équivalentes à des matrices, donc si je parle d'équivalence, ça va être équivalent à des matrices de ce type. Donc vous avez K fois identité, enfin vous avez une identité, un bloc identité qui est présent là-haut, et des zéros ailleurs. Et pour retomber là-dessus, il suffit de faire des permutations sur les lignes ou sur les colonnes. Vraiment rien de difficile. Donc, faire des permutations sur les lignes et sur les colonnes, ça revient à juste savoir à quoi une matrice comme ici serait équivalente. Voilà, donc c'est pas très difficile de s'assurer que les matrices que je viens de définir ici sont bien de rang K. Ok? Et puis une fois que j'ai fait ça, je conclue de la même manière. Alors je vais juste effacer ça. Donc je conclue de la même manière, c'est-à-dire si je prends une matrice qui commute avec toutes les matrices de rang K, alors ces matrices-là vont commuter, donc ces matrices M vont commuter avec les matrices FIJ+, FIJ-, et du coup M commute avec la somme divisée par 2 qui redonne les matrices EIJ. Donc ça veut dire que M, c'est une matrice scalaire. Encore une fois, n'hésitez pas à vous donner des exemples par rapport à ce que j'ai pu expliquer. Si à un moment donné, il y a quelque chose qui n'est pas trop clair, n'hésitez pas à voir ce qui se passe quand je prends vraiment des matrices. Donc si je prends n égale 3, et puis je vais prendre k égale 2 ou k égale 3, voir à quoi ça correspond ces matrices-là, et vous vous rendrez compte en fait assez machinalement que si je prends... Je vais faire un mini-exemple juste pour vous illustrer ce qui se passe quand même. Si je prends n égale 4 et... donc n égale 4, k égale 3, disons, et puis disons que je le coupe ij ici, ce serait, pour faire un cas relativement, je vais prendre 2, 3, ou 2, 4, 2, 4, allez, disons 2, 4. Voilà, si j'illustre ça, qu'est-ce que c'est FIJ? Oups. Donc qu'est-ce que c'est FIJ+? C'est juste pour vous illustrer ce que je viens de faire comme construction. Donc, je dois d'abord commencer par mettre EIJ, donc un coefficient 1 à la place de 4. Donc, c'est-à-dire deuxième ligne, quatrième colonne. Donc là, je vais me retrouver ici avec un 1. Et puis ensuite, j'applique sigma. Donc, l'image de 2, c'est 3, donc je vais me retrouver à la troisième ligne. Par contre, je vais me retrouver à la première colonne. Donc, je vais me retrouver ici. Et je vais mettre un 1. Ensuite, je réapplique à nouveau sigma, et en réappliquant sigma, je vais me retrouver ici, donc normalement je devrais me retrouver avec 4, 2. Donc 4, 2, ça me donne un 1 ici. Voilà. Donc voilà la matrice que j'obtiens. Voilà, et vous pouvez vérifier que cette matrice-là est bien de rang 3. Et donc FIJ-, c'est la même matrice, sauf que donc le seul 1 qui va rester tel quel, c'est le 1 que j'avais pris au départ, donc le 2, 4. Et tous les autres, il va y avoir un moins. Donc j'ai moins 1, 0, 0, 0, 0, moins 1, 0, 0. Et cette matrice-là est aussi de rang 3. Et donc si vous faites la soustraction des deux, on retombe bien sur la matrice EIJ. Voilà. Donc c'est juste histoire de vous illustrer, si vous n'aviez peut-être pas trop envie d'illustrer, mais quand même, pour bien comprendre la construction, c'est bien de se faire vite faire un mini-exemple pour voir qu'est-ce que je suis en train de faire. Et ce que je suis en train de faire, c'est exactement ça. Et amusez-vous à le vérifier sur d'autres matrices si vous avez encore un peu de mal à voir ce qui se passe. Amusez-vous à voir ce qui se passe pour d'autres matrices et vous allez comprendre qu'en effet, c'est bien une construction qui fonctionne bien et qui amènera bien au bon résultat. Voilà, je pense avoir dit tout ce qu'il fallait concernant cet exercice. J'en ai même dit beaucoup plus que ce que j'avais dit lors de la première vidéo, mais c'est ça le fait d'avoir du recul, puisque il faut savoir que ce premier petit exo de colle, il a été sorti il y a 10 mois de ça par rapport à cette vidéo-là.
Donc quand même, il y a eu du choix entre deux, non seulement à la présentation, mais aussi par rapport aux choses que je pourrais expliquer derrière cet exercice. Donc voilà, c'est chose faite. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo à d'autres camarades, n'hésitez pas à laisser un petit pouce ou à laisser en commentaire en laissant en commentaire des questions ou des choses que vous auriez envie de dire par rapport à cette vidéo. Je vais juste terminer en vous tenant au courant de certaines petites choses. Donc mon séjour à Grenoble s'est plutôt bien passé, vraiment c'était enrichissant mathématiquement parlant et même en d'autres termes. Vraiment de rencontrer des chercheurs et chercheuses dans des domaines assez plus ou moins proches de ce que je fais, c'était assez agréable. Discuter aussi de mes recherches avec la chercheuse qui était sur place à Grenoble, c'était aussi très utile et ça m'a donné pas mal de bonnes idées. Donc vraiment c'était vraiment cool. Donc, il va y avoir un autre, concernant la chaîne en elle-même, il va y avoir un autre re-upload que je devais faire sur un autre petit exo de colle, qui viendra, alors peut-être pas forcément maintenant, mais qui viendra dans quelques jours, au plus tard je pense. À la suite de ce re-upload, je relancerai ensuite d'autres exos, donc petits et les petits exos de colle et d'exo de colle. Je pense faire encore un exo de colle lié aux sujets concours qui sont tombés cette année. J'ai pas encore traité un truc lié à Centrale, j'aimerais traiter un truc par rapport à un sujet tombé sur Centrale. J'ai déjà une idée assez précise de ce que je veux faire, c'est juste qu'il faut le temps pour ensuite faire la vidéo et faire ce qu'il faut. Mais donc voilà, j'aimerais bien proposer un truc par rapport à Centrale. Et puis ensuite, on relancera des exercices plus ou moins dans le même genre de choses que ce que je faisais avant les concours. Là, j'ai essentiellement proposé des exercices, et je voulais essentiellement proposer des exercices qui étaient proches de ce qui était tombé en concours, histoire d'être plus ou moins dans la vague, disons, des concours et des élèves en prépa qui se préparaient ou qui ont envie de revoir peut-être certaines choses qui ont été vues en concours. Donc voilà, c'était dans cette idée-là. Une fois que j'aurai fait ça, je pense que j'attaquerai plus des exercices un peu plus variés que ça n'était, que ça n'a pu être par rapport à ces concours. Mais enfin bref, en tout cas voilà, c'est les idées qui me viennent pour la suite des choses qui seront à venir. Bon voilà, après pour le reste, j'ai pas grand chose à dire, donc sur ce, portez-vous bien, passez un bon week-end, et on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Voilà, à bientôt, salut à tous.